il y a un livre en France que tu ne trouveras dans aucune librairie Fnac, que personne ne te recommandera à l'école, qu'aucun éditorialiste de BFM ne citera jamais. Et pourtant, ce livre a été lu par des centaines de milliers de personnes. Il a été traduit, débattu, censuré et même diabolisé. Ce livre s'appelle « Comprendre l'Empire ». Son auteur est Alain Soral. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire quoi penser de ce livre. Je vais te résumer ce qu'il dit, point par point. Et tu te feras ton propre avis. D'abord, comprendre le titre. L'auteur le dit lui-même. Ce livre aurait tout aussi bien pu s'appeler « Sociologie de la domination » ou « Sociologie du mensonge ». Parce que pour lui, empire, domination et mensonge sont indissociables. C'est un essai composé de textes courts qui s'enchaînent logiquement pour raconter ce que l'auteur appelle ce combat d'idées qu'est l'histoire. Son objectif, restituer les idées dans l'histoire qui les a vues naître. Et il commence par une question simple. Comment sommes-nous passés du règne de la tradition à celui de la banque? Pas très universitaire dans la forme, mais fruit de 50 années d'expérience combinant lecture et engagement. C'est un parcours complet, qui va de la tradition au marxisme et du marxisme à la tradition, pour mettre à jour ce que l'auteur appelle le processus de domination oligarchique engagé depuis plus de 2 siècles en Occident. Maintenant, rentrons dans le contenu. Pour Soral, l'Empire n'est pas un territoire géographique, ce n'est pas l'Empire romain, ce n'est pas le Saint-Empire romain germanique, c'est un processus. Et ce processus a un acte de naissance. L'auteur situe cette naissance au moment précis où s'opère une jonction historique entre la couronne d'Angleterre et le pouvoir bancaire déjà constitué. Cette alliance produit ce qu'il appelle un saut qualitatif. Et c'est toute l'épopée de la Compagnie des Indes orientales qui en découle. C'est la naissance de l'impérialisme marchand thalassocratique, la domination par la mer et le commerce. Un monde sans frontières, instable, agressif, qui s'oppose au monde sédentaire et terrestre de l'Europe continentale. Et c'est cette alliance, selon l'auteur, qui provoque le déclin de la France. Parce que la monarchie française, elle, n'a pas fait cette fusion avec la banque. Le roi de France n'a pas passé cette alliance. Le roi d'Angleterre, si. Soral décrit cette oligarchie comme un Bernard l'Ermite, un coucou, une aristocratie nomade et sans noblesse qui se niche partout où il y a de la richesse à capter et du profit à faire. L'Empire n'a pas de lieu fixe. Hier l'Italie, l'Angleterre, aujourd'hui les États-Unis, demain Jérusalem ou Pékin. L'étape décisive pour l'installation de cet ordre en France, c'est la Révolution française. Et là, l'auteur casse le roman national. Il décrit la Révolution comme le moment où, je le cite, « Dieu fut politiquement vaincu par la raison ». La mythologie révolutionnaire instille dans l'esprit du peuple sa soumission à un ordre nouveau. Un combat du bien, le progressisme, la lumière, contre le mal, l'obscurantisme religieux. Et c'est cette croyance qui fournit la violence nécessaire à l'anéantissement de l'ancien monde représenté par le roi catholique. Mais vu de la coulisse, la mécanique est différente. Soral la résume ainsi, faire le sale boulot par les progressistes de gauche, Robespierre et Saint-Just, afin de liquider les réactionnaires de droite, la noblesse terrienne et le pouvoir royal. Puis, une fois débarrassé des progressistes de gauche, la liquidation de Robespierre, la bourgeoisie d'argent, déjà aux affaires, prend le pouvoir réel. Et l'auteur ajoute un point important. Jamais ce changement ne fut désiré par le peuple. Dans une France agricole à plus de 80%, le peuple c'est la paysannerie. Et la paysannerie est tout sauf révolutionnaire. Elle reste attachée au roi et à l'Église. La révolution, pour Soral, c'est en réalité une prise de pouvoir de l'argent accomplie devant le peuple, avec son relatif acquiescement, au nom de la belle idée d'égalité. L'ancien monde tripartite, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent et détruisent. Mais pas pour donner le pouvoir au peuple. Pour donner le pouvoir à une 4e fonction issue du tiers-État, celle des intermédiaires, les marchands. Et sur les cendres de l'Église s'élève la franc-maçonnerie, devenue, selon l'auteur, le nouveau clergé de la République bourgeoise. Et au plan international, le nouvel ordre des jésuites de la République mondiale. L'ancien grand maître du Grand Orient, Alain Bauer, reconnaissant lui-même que dans notre système politique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. Le cœur du dispositif impérial pour Soral, c'est la banque. Et pour comprendre la banque, il faut comprendre l'usure. L'auteur explique que dans les sociétés anciennes, et il renvoie aux travaux de Mircea Eliade, la notion de prêt à intérêt n'avait aucun sens. On était dans le don et le contre-don. Des sociétés d'échange et de réciprocité. Puis l'argent est arrivé, et avec lui le prêt à intérêt. Et toutes les sociétés classiques, les sociétés chrétiennes, les sociétés musulmanes, savaient que l'usure était un vice destructeur. Elles l'ont d'abord interdit, puis encadré. Les 3 monothéismes abrahamiques, l'islam et la chrétienté en particulier, ont interdit l'usure. Et quand on voit les conséquences aujourd'hui, on comprend pourquoi. Parce que ce qui était considéré comme dangereux a petit gangréné le système, jusqu'à devenir le cœur du système. Aujourd'hui, le pouvoir mondial est aux États-Unis. Et le pouvoir aux États-Unis est à Wall Street.
Et Wall Street, c'est la banque spéculative. Et en France, l'auteur cite un moment précis, la loi du 3 janvier 1973, qu'il appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Selon lui, c'est l'acte de décès de la souveraineté financière française. Cette loi oblige l'État à emprunter sur les marchés privés. Des banques qui empruntent à 1% et reprêtent à l'État à 6 ou 7%. C'est le début de la dette structurelle. Et Soral est clair sur ce point. La dette n'est pas une mauvaise gestion. C'est une logique structurelle. C'est un racket organisé. Sa démonstration. Une dette représente une créance sur du travail futur. Donc une dette infinie et impossible à rembourser, c'est une créance sur votre travail infini. Et ça s'appelle l'esclavage. La banque, libérée de tout frein politique par l'indépendance des banques centrales, protégée par son invisibilité médiatique, devient progressivement pure prédation et pure violence. Dans ce système, pour Soral, la démocratie est une illusion. Il pose un constat historique, de tout temps, sous tous les régimes. Égypte pharaonique, démocratie grecque, monarchie catholique, une oligarchie d'à peine 1% de la population a toujours commandé à la masse des 99% restants. Comme une meute de loups dominant un troupeau de moutons. Ce qui change, c'est la méthode. Et la méthode de l'Empire, c'est la domination par la séduction. Pas par la force brute, par la manipulation de l'opinion. Les politiques, dans cette logique, deviennent de plus en plus le personnel communicant payé par le pouvoir bancaire pour prendre les coups à sa place et mentir au peuple en ne parlant jamais des causes réelles de la crise. Et pour maintenir ce système, l'Empire doit détruire la capacité critique des citoyens. C'est ce que l'auteur appelle le passage du tandem clerc-citoyen au tandem animateur-consommateur. Les intellectuels sérieux, ceux qui formaient l'esprit critique, sont remplacés par des animateurs dont le rôle est de détruire un à un les attributs de la raison. On remplace le raisonnement par le slogan, la logique par l'émotion, la volonté par le désir. Le citoyen est rabaissé au rang de consommateur soumis à ses pulsions d'achat. Le rôle des médias n'est plus d'informer mais de maintenir suffisamment de différences de style entre le Figaro et Libé, le PS et l'UMP, malgré un fond idéologiquement unanime, pour éviter le danger d'une trop visible démocratie à parti unique fondée sur la dictature du marché. Et l'auteur ajoute un élément sur l'immigration. Pour lui, l'immigration de peuplement a été organisée non pas pour des raisons économiques, mais pour casser la cohésion ethnico-culturelle des peuples. Il parle de babélisation et de métissage forcé. Non pas comme l'addition de deux cultures, mais comme la destruction de ces deux cultures par leur télescopage, pour produire des sous-prolétaires soumis au modèle consumériste. Et on arrive à la conclusion du livre. Et c'est là que Soral pose le choix qui, selon lui, définit notre époque. Tout indique, écrit-il, qu'un long processus initié au XVIIIe siècle par une oligarchie bancaire mue par l'ubris de la domination approche de son épilogue. Un projet passé par de multiples sauts, de Venise à New York en passant par Francfort et Londres, qui, après plus de 2 siècles de travail occulte, ose enfin se présenter sous son nom, le nouvel ordre mondial. Une exigence de gouvernance globale au-dessus du suffrage citoyen. Un gouvernement mondial sur les décombres des nations, présenté comme ultime solution aux crises favorisées à dessein. Et face à ce projet, l'auteur voit 2 issues. La première, la soumission totale à cette oligarchie spoliatrice qui n'a eu de cesse d'organiser cette guerre de tous contre tous. La deuxième, la révolte des peuples enracinés réduits en esclavage contre ce que l'auteur appelle cette oligarchie nomade aux procédés sataniques. Et pour la France en particulier, Soral propose quelque chose d'inattendu. Il appelle à une réconciliation nationale entre les Français de souche et les Français issus de l'immigration patriote. Un front commun contre ce qu'il appelle la puissance de Mammon. Il dit « Ce combat ne se joue pas entre Français et musulmans. Il se joue entre fils de France et ennemis de la France, toutes couleurs et toutes religions confondues. » Il cite le Liban comme exemple, où chrétiens et musulmans se sont donné la main face à un ennemi commun. Et il affirme que cette alliance correspond même aux convergences eschatologiques entre le christianisme et l'islam. Voilà, c'est « Comprendre l'Empire », résumé en quelques minutes. Évidemment, le livre va beaucoup plus loin. Il y a des passages entiers que je n'ai pas pu couvrir, sur la géopolitique, sur la loi Le Chapelier, sur le Front populaire, sur les 30 Glorieuses, sur le rôle de mai 1968 qu'il qualifie de 3e moment le moins spontané et le plus décisif de l'histoire récente. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi? Ce livre n'est pas un texte sacré. C'est une grille de lecture, une grille parmi d'autres. Et comme toute grille de lecture, elle éclaire certaines choses et en simplifie d'autres. Ce que je retiens, c'est que derrière le roman national qu'on nous enseigne à l'école, il y a des mécaniques de pouvoir qu'on ne nous montre jamais. La domination par la dette, l'usure comme outil d'asservissement, les réseaux d'influence qui court-circuitent le suffrage universel, la fabrication du consentement par les médias. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout, mais tu es obligé de te poser les questions. Parce que celui qui ne se pose pas de questions est condamné à avaler les réponses des autres. Ce livre mérite d'être lu. Pas parce que tout y est vrai, mais parce qu'il pose les bonnes questions.
Et dans un monde où poser les bonnes questions est devenu un acte de résistance, c'est déjà énorme. La connaissance est une arme. Et maintenant, tu en as un peu plus. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as lu ce livre? Et si oui, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?